Alors, je vois qu'on a une question qui est parfaite, puisqu'elle va nous introduire sur le deuxième axe que nous souhaitions aborder lors de cette conférence, c'est celle de la gradation de l'offre de soins hospitalière. On écoute de nouveau le président de la République. Chaque hôpital devra se concentrer sur les soins pour lesquels il est le plus pertinent. L'organisation des activités des établissements s'adaptera donc selon 3 niveaux redéfinis. Le soin de proximité, avec la médecine, la gériatrie, la réadaptation, les soins non programmés. Les soins spécialisés, avec la chirurgie, la maternité, la médecine spécialisée, et les soins ultra spécialisés ou les plateaux techniques de pointe. Pour les établissements publics, cette gradation des activités continuera de s'organiser autour des groupements hospitaliers de territoire qu'il faut continuer à développer, mais je souhaite que cette répartition des activités de la proximité à l'ultra-spécialité concerne aussi le secteur privé et que les établissements publics comme privés puissent ainsi développer des plateaux techniques partagés, s'associer dans le cadre d'un projet de santé de territoire pour répondre aux besoins des patients sans concurrence inutile et néfaste. Alors, beaucoup de choses là, hein, beaucoup de choses. Alors là, nous avons véritablement, d'abord, premier point, c'est ces fameux 3 niveaux qui sont clairement exprimés. La proximité. Ensuite, les soins. Alors la proximité, on peut le penser avec les hôpitaux de proximité, 500 à 600 d'ici 2022. Ce qu'on peut effectivement considérer comme étant les anciens hôpitaux locaux, enfin ceux qui s'appelaient hôpitaux locaux. Ensuite, ce sont les soins spécialisés, on va dire MCO, hein, médecine, chirurgie, obstétrique. Et enfin, l'ultra-spécialisation, et on pense au CHU ou aux cliniques qui disposent d'un arsenal et d'un plateau technique particulièrement important. Ça, c'est le premier point. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cela concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Ce qui nous renvoie aussitôt au régime des autorisations et à la réforme qui est en cours, où, nous le voyons bien, nous allons glisser petit à petit d'une notion administrative, d'une notion, je dirais même, d'autorisation d'équipement ou de simple activité, à quelque chose de plus global, de qualité, d'une organisation territoriale. Alors effectivement, peut-être que c'est l'élément, enfin un des éléments les plus en rupture avec le mode d'organisation actuel. D'abord sur le fond, on voit bien la justification effectivement en termes de sécurité de la prise en charge, en termes de complémentarité de la prise en charge. Tout le monde ne peut pas tout faire et il est absolument nécessaire qu'il y ait en effet cette gradation dans l'accès aux soins en fonction du besoin. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien d'abord que ça va nécessiter effectivement que les établissements abandonnent pour certains une activité. C'est notamment le cas, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, enfin on l'a évoqué tout à l'heure et j'y reviens d'un mot, c'est notamment le cas d'un certain nombre d'établissements d'hôpitaux qui prendront peut-être demain l'appellation d'hôpitaux de proximité, qui ont encore aujourd'hui des activités de chirurgie. On voit bien aujourd'hui, devant la difficulté d'avoir recours à des professionnels, anesthésistes ou chirurgiens, devant la difficulté y compris d'avoir une activité suffisante pour assurer la sécurité, pour des raisons de sécurité, de qualité de la prise en charge, il n'est pas bon de maintenir ce type d'organisation. Par contre, ce qu'il faut, c'est garantir à toute la population, quel que soit le lieu où elle vit, qu'elle aura accès à des soins spécialisés si elle en a besoin. Mais par contre, en proximité, effectivement, le lien avec les services de soins de suite et de réadaptation, la permanence de soins ambulatoires, l'accès, les soins, ce qu'on appelle les soins non programmés, etc., doivent pouvoir être assurés par ces hôpitaux de proximité. Cette mutation et cette restructuration doit pouvoir se faire à l'intérieur des groupements hospitaliers de territoire pour les établissements publics. Le président l'a dit, et je crois que c'est en effet une bonne chose, parce qu'à l'intérieur d'un groupement hospitalier de territoire, on peut effectivement organiser cette gradation. C'est pour ça que ça a été conçu, et il faut effectivement pouvoir le maintenir à l'intérieur, même si, comme tu le précisais tout à l'heure, Laurent, il y aura sans doute à faire bouger la gouvernance de ces hôpitaux de proximité, et là, effectivement, pour qu'ils soient plus ancrés avec les autres acteurs de proximité. Ensuite, ce qui est important, c'est de noter que ça concerne aussi les établissements privés. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'entre établissements publics et établissements privés, ce qui se passe déjà dans un certain nombre de situations à travers des groupements de coopération sanitaire, mais il y a effectivement un dialogue et qu'il y ait en effet une répartition des activités publiques-privées. Alors, ceci étant, il y a quand même des interrogations qui sont posées. Notamment, tu as évoqué la question des autorisations. J'en évoquerai un aussi, c'est la question de la cohérence
entre cette organisation graduée à 3 niveaux et les schémas d'organisation sanitaire. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique ici, mais ceux qui connaissent un peu notre système comprendront sans doute, c'est-à-dire que les schémas d'organisation sanitaire, ils viennent d'être publiés dans le cadre des projets régionaux de santé. Or, les schémas d'organisation sanitaire, ils sont en général écrits avec un nombre d'autorisations en volume. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans un territoire, il y aura 5 autorisations de chirurgie. Demain, on est dans une autre démarche. Demain, on est dans une démarche dans laquelle il y a cette gradation qu'on vient d'évoquer, sur laquelle je ne reviens pas. Et donc, il y aura vraisemblablement à ajuster les schémas d'organisation sanitaire pour intégrer effectivement ce nouveau mode de réflexion et sans doute permettre que demain, on ne donne plus les autorisations sur des nombres de sites qui seraient autorisés à telle ou telle activité, mais qu'on donne des autorisations plutôt sur des types d'activités. On le voit d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir à propos des statuts, on le voit d'ailleurs de plus en plus en imagerie par exemple, mais vraisemblablement ce sera quand même c'est-à-dire qu'on pourra dire davantage à des établissements, voilà la mission que vous remplissez, on vous donne l'autorisation pour remplir cette mission dans le cadre d'une organisation territoriale. Enfin, là, ce sont des pistes, en tous les cas, que l'on peut imaginer, mais je crois que c'est intéressant d'y réfléchir parce qu'il faut se préparer à ce mode d'attribution des autorisations demain. Et alors là, pour le coup, c'est une sacrée nouvelle approche. C'est une sacrée nouvelle approche parce que, un petit peu à l'image de ce qui a été institué par la loi du 26 janvier sur les plateaux d'imagerie médicale mutualisée, les fameux PIM, on voit bien que là, on a une réflexion très différente sur le territoire en termes de réponse aux besoins. Et d'ailleurs, le président l'a dit, il faut sortir de la concurrence. Donc la vraie question, elle va se poser désormais sur, très certainement, de refonder y compris les relations publiques-privées. Et c'est là où on voit bien au sein des GHT la nécessité peut-être alors d'envisager d'autres modes de fonctionnement et de gouvernance. Et on en vient à ce fameux renforcement des GHT prévu par le président dans le cadre de ses annonces, à savoir le droit d'option. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce droit d'option? Je vois d'ailleurs qu'on a une question qui nous a été posée à ce sujet. Le droit d'option, nous le connaissons puisque nous plaidons pour, depuis quasiment la gestation de la loi du 26 janvier, nous avions attiré l'attention sur le fait qu'avoir des GHT fondés uniquement sur une convention, la convention, elle fige à un instant donné, elle n'est pas dynamique. Elle ne permet pas de construire, elle ne permet pas de gérer des activités. Et que là, le droit d'option, c'est la possibilité de pouvoir créer une personne morale, alors ce n'est pas dit aussi explicitement, mais c'est bien ce que l'on en déduit, personne morale soit pour aller vers une fusion, soit alors pour pouvoir permettre à l'ensemble du groupement, à l'ensemble des établissements de s'engager vers de nouvelles compétences. Et à ce moment-là, on voit tout ce qui va être possible de faire. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les GHT, on est bloqué. On est bloqué parce que mettre en place des équipes professionnelles de territoire, développer ensemble des activités, on sort. Il y a le code des marchés, il y a les problèmes de TVA. Bref, on rajoute des difficultés pour les établissements publics de santé. Tandis qu'avec ce droit d'option, ça permettra pour certains resteront peut-être avec leur convention et seront très heureux comme tels, mais d'autres auront peut-être besoin d'avoir cet outil pour mutualiser, cet outil qui ensuite permettra, et je pense en termes d'investissement, en termes de trésorerie, vous savez qu'on a beaucoup travaillé, nous, sur ces questions de mutualisation des trésoreries, parce que c'est comme ça aussi que les établissements vont pouvoir développer un certain nombre d'activités ensemble. Derrière, avec cette personne morale, on pourrait envisager sur les territoires de vraies contractualisations avec les établissements privés, dans cette optique de mettre un terme à cette concurrence. D'ailleurs, on le voit bien. Regarde sur l'ensemble du territoire français, aujourd'hui, qu'un hôpital et une clinique travaillent ensemble, ce n'est plus un tabou. Petit à petit, ces deux cultures se rejoignent. Et puis, après tout, est-ce que finalement, cette réforme, en tout cas ce qui a été annoncé, n'est-il pas ce tremplin qui permettra d'y arriver? Alors, effectivement, le travail commun entre établissements publics et établissements privés se développe. Toutefois, comme on a l'occasion d'échanger beaucoup avec les établissements, qu'ils soient publics ou privés, on sait très bien que
la création des GHT a d'abord beaucoup mobilisé les hôpitaux publics, les équipes des hôpitaux publics, et qui a parfois eu un reproche qui s'est été exprimé du fait que les hôpitaux publics s'enfermaient un peu dans les GHT. Là, on voit une ouverture. Il faudra la mettre en œuvre, mais puisque, comme on l'évoquait, il est souhaité que ce soit effectivement une organisation qui associe hôpitaux publics et établissements privés. Les GHT, ils n'ont pas été prévus, en tous les cas dans la loi de 2016, ils n'ont pas été prévus pour traiter l'ensemble des problèmes des territoires. Il faudra effectivement renforcer la coopération publique-privée au-delà des GHT, et les établissements notamment de spécialité, puisque c'est beaucoup des cliniques quand même qui sont dans une activité de spécialité médecine, chirurgie, obstétrique, MCO, eh bien c'est là qu'il y a nécessité effectivement de renforcer la coopération avec les établissements publics. Et puis peut-être de revenir pour les cliniques à la perspective de mission de service public. Je crois que là aussi, il faut commencer à... Le décloisonnement doit être aussi ce décloisonnement, mais dans tous les sens. Et... autre chose, moi, qui m'est apparue très importante, et pour laquelle, d'ailleurs, là aussi, nous avions beaucoup insisté depuis plusieurs mois, c'est que le projet médical partagé interdit la participation réelle des acteurs du territoire. Et là, l'annonce par le président d'un projet territorial de santé ou projet de territoire de santé, c'est certainement une bonne chose, puisque ça va permettre de mettre tout le monde autour d'une table. Et d'ailleurs, nous avons fait un petit schéma rapidement, donc il est incomplet. Je ne sais pas si on peut le présenter. Et on a essayé d'essayer en quelque sorte de schématiser ce que représenterait, et on le voit bien d'ailleurs tout en haut, on a ces trois niveaux, ces trois strates. On a tout ce qui est donc la surspécialité, on a les soins de spécialité et on finit par la proximité. On voit déjà qu'en termes de proximité, il va falloir, comme on disait tout à l'heure, un petit peu articuler, éclairer, éclaircir les missions des uns et des autres. Et on voit bien qu'on a un cheminement et on voit bien également que petit à petit, tout cela prend une cohérence. Alors, elle doit être travaillée de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver. Il ne faudrait pas que cette réforme laisse certains sur le bas-côté. Ça, c'est vraiment un élément important. Et je reviens sur ce que tu disais, je pense que la contractualisation avec les agences sera très importante. Et je pense que les agences, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Madame la Ministre, les agences auront la responsabilité de la responsabilité collective, ce qui est joli d'ailleurs comme expression. Et ça sera très très important pour arriver à ce schéma tel qu'on le voit. Alors, il y a une question, j'ai un peu déjà commencé à l'évoquer, n'est-il pas temps d'intégrer ou à minima de plus associer les établissements privés dans les GHT Bon, je répète, les GHT, elles répondaient à un objectif de mutation des établissements publics. Et je pense que d'ailleurs, dans la réalité, ça a permis de faire bouger l'offre de soins publics parce qu'il y a une appréhension justement des sujets de statut des personnels, et d'usage des personnels, de missions confiées à ces personnels qu'il est plus facile de traiter avec un nombre d'établissements plus importants. Il y a effectivement des situations du type achat ou autres qui ont été aussi mises en place au sein des GHT. Les GHT y répondaient à un objectif répondant aux établissements publics. Mais c'est vrai, et cette question est tout à fait pertinente, je l'ai un peu évoquée tout à l'heure dans mon propos, mais c'est vrai que les GHT ne résument pas la politique territoriale. Et qu'en effet, une critique qui a parfois été formulée de GHT qui s'enfermaient et qui ne discutaient plus avec le privé n'est pas bonne pour l'organisation territoriale. Il est donc nécessaire, effectivement, de développer cette fluidité, cette coopération. Tout y pousse dans les mesures qui ont été annoncées. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. C'est ça qui est effectivement absolument nécessaire. Et tu vois, je pense que le projet de territoire de santé, pour moi, va être vraiment le socle. Et je ne peux pas ne pas faire une passerelle avec le projet territorial de santé mentale. Pour avoir travaillé dessus, on a vu ce que ça pouvait représenter. Puisque là, très rapidement, on a mis sur un même territoire, généralement un département, tous les acteurs sanitaires, publics, privés, mais pas uniquement, les médico-sociaux, les collectivités, la justice, l'éducation nationale, et à chaque fois, on en sort beaucoup. D'abord, une amélioration de la prise en charge, une meilleure compréhension, une visibilité aussi sur ce que peut faire chaque acteur. Et à partir de là, moi je vois toutes ces constructions qui se mettent en place. Et d'ailleurs, je vois que même si le président ne l'a pas évoqué directement, en tout cas dans le dossier qui a été remis, est évoqué,
la psychiatrie, la santé mentale comme étant une priorité. Et parmi ces priorités, il y a de décliner sur les territoires les projets territoriaux de santé mentale. Eh bien, prenons le temps et mettons les choses à l'endroit. Commençons par faire des projets de territoire de santé sur des territoires d'abord bien délimités, avec l'ensemble des acteurs, avec les CPTS, avec les maisons de santé, avec bien évidemment les médico-sociaux, avec les établissements privés à but non lucratif, les ESPIC, les privés lucratifs, bien évidemment avec le GHT. Et à ce moment-là, on va voir nécessairement germer un ensemble d'activités, de coopération et d'actions communes. Et c'est comme cela qu'on va gommer petit à petit cette concurrence que le président appelle de ses voeux pour qu'elle cesse. Une petite seconde, je vois qu'il est 18h45 et nous avons un invité surprise, notre ami Benoît Péricard. Benoît Péricard, faut-il le présenter? Ancien directeur général de l'ARH des Pays de Loire, ancien directeur général du CHU de Nancy. Aujourd'hui, il est responsable, directeur associé, responsable santé KPMG. C'est un vieux complice et il est actuellement au Québec et il nous a semblé intéressant de recueillir son avis, d'autant plus que cette fois-ci, il a véritablement, lui, l'éloignement géographique pour nous indiquer en quelque sorte eh bien, quelle vision il peut avoir à distance. Alors on met des petites oreillettes pour l'écouter. Allô. Allô. Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, je suis désolé, j'ai pas pu me joindre parce que la technique a des limites et ça ne passe pas, la webconférence ne passe pas sur iPhone, tout simplement, donc et j'avais pas d'ordinateur devant moi. Ah, écoute, on en est désolé. On en est désolé. Nous en avons quand même discuté un petit peu en amont ensemble. Nous avons évoqué donc les différents axes des annonces du président. Est-ce que toi-même, tu pourrais nous faire part d'abord déjà de ton sentiment, de ton avis sur ce qui a été annoncé, sur cet axe fort qui est le territoire, sur ce qui est annoncé à travers les GHT, la réforme du statut des praticiens? D'abord, ma première réaction, c'est quand même une grande satisfaction parce que même si je dirais après peut-être un certain nombre de réserves ou en tout cas de remarques, c'est la première fois depuis très longtemps que l'on n'a pas entendu un président de la République s'engager sur un sujet dont il a dit avec un peu de clin d'œil qu'il le connaissait bien presque familialement. D'ailleurs, par moment, on a presque assisté à une réunion, je dirais, entre personnes qui connaissaient bien le sujet. J'aurais presque pu assister à une réunion préparatoire à un schéma régional d'organisation sanitaire par moment. Voilà, mais c'est quand même une grande satisfaction avec un petit peu de recul et les quelques heures qui séparent de cette annonce. Moi je retiens effectivement trois axes principaux, le territoire, la coopération et la confiance. Je vais peut-être un tout petit peu redire à partir de ces trois mots. Le territoire parce que je dirais qu'enfin on a une approche qui apparaît moins jacobine. Je dis bien qui apparaît, en tout cas dans la pensée du président. Il a dit à plusieurs reprises que la situation n'était pas les mêmes en tout point du territoire, qu'il fallait s'adapter. Et je pense que c'est évidemment la clé pour beaucoup d'évolutions. C'est un immense défi culturel pour nos administrations, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de santé qui, depuis trop longtemps, ont été nourris et bercés de jacobinisme, de conventionnement national non décliné régionalement et d'une attitude finalement très top-down. Je suis au Québec, je devrais parler uniquement en français, mais j'emploie quand même ce vocabulaire. No problem, we understand. Je suis à l'hôpital général de Montréal et tout le monde parle anglais ici, voilà. Voilà, ça c'est le territoire. Ensuite, la coopération, ça je crois que c'est vraiment le maître mot qui ressort tous azimuts
Ça a été, je dirais, presque rabâché par le président en disant qu'il fallait sortir des silos, coopérer entre professionnels de santé et surtout, bien sûr, coopérer, quel que soit le statut, privé, public, non-profit, et donc et pour, bien sûr, le bénéfice du patient. Et puis la confiance, je crois qu'il y a un pari, hein, il y a aussi une main tendue de l'exécutif vis-à-vis des acteurs de santé, une main tendue qui n'est pas totalement vide, hein, puisque 0,2 points d'Ondam, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Il y a aussi un certain nombre de mesures concrètes, et je pense qu'avec ces trois axes et cette confiance, on peut aller maintenant vers du concret, vers de la déclinaison. Bon, je retiendrai deux éléments qui me font, moi, particulièrement plaisir parce que, d'une part, j'y étais pour l'un attaché et pour l'autre, depuis très longtemps, convaincu. Attaché, on n'est pas tout à fait, j'ai plusieurs amis qui, depuis quelques heures, m'envoient en disant tu es content, tu as le statut unique du médecin. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais effectivement, il y a quand même une approche et le fait qu'on puisse et qu'on encourage fortement l'exercice mixte. Je pense qu'il faudra encore aller plus loin. Je reste convaincu qu'un statut totalement sac à dos pour les jeunes générations peut les intéresser et peut leur permettre effectivement d'exercer sans contrainte à la fois en ville et à l'hôpital. J'ai cru lire sur les fiches données après que effectivement sur le statut du PH et le concours de PH il y avait des avancées importantes, mais j'ai pas eu accès aux détails de cette mesure. Le deuxième point, c'est la résurrection, je dirais, de l'hôpital local. Pour moi, j'ai découvert l'hôpital local quand j'ai commencé à avoir des responsabilités dans le sanitaire il y a plus d'un quart de siècle en Bourgogne avec les hôpitaux locaux. Alors même que l'administration, avec une constance, j'allais dire un peu destructrice depuis 1978, les premières indications ont été données au DAS à l'époque, puis après au DRAC, puis pour transformer les hôpitaux locaux, pour même les faire disparaître, ce qui a été le cas dans pas mal de régions françaises. Heureusement, il y a encore, mais c'est très inégalement réparti sur le territoire, il y a encore un certain nombre d'hôpitaux locaux, en Bourgogne, en Rhône-Alpes, en Languedoc-Roussillon, enfin ex-Languedoc-Roussillon, en Pays de la Loire. En Pays de la Loire, quand je dirigeais la RH, nous en avions fait même un point de force en essayant de développer le concept d'hôpitaux locaux intercommunaux pour que l'hôpital local ne soit pas retranché derrière ses murs, comme beaucoup d'autres hôpitaux, mais bien sûr qui soit responsable d'un territoire en mariant, et ça c'est le cas notamment dans Maine-et-Loire et un peu en Loire-Atlantique, on a des hôpitaux locaux qui sont distants de quelques kilomètres, voire de 10 à 20 kilomètres, pas plus, mais qui peuvent à 2 ou à 3 mailler le territoire de façon très intelligente. Je mets en avant ces deux mesures, le statut, enfin pas le statut unique, mais en tout cas l'exercice mixte et l'hôpital local parce que j'y étais attaché. Maintenant, venons-en peut-être à ce qui fait un peu défaut. Alors bien sûr, il y a un gros défaut, c'est la réforme des CHU qui est annoncée mais qui n'est pas déclinée. On aurait peut-être aimé que le président, excusez l'expression, mais se mouille un peu là-dessus en disant ce que moi je ressasse depuis un moment, c'est-à-dire qu'il faut que les CHU maigrissent pour se muscler et ne fassent pas tout, notamment ne fassent pas à la fois l'excellence, l'hyper-spécialisation, l'ultra-spécialisation, comme il est dit maintenant, et puis aussi le tout venant. Et je me souviens avoir réfléchi à justement avoir des hôpitaux locaux, non pas ruraux, mais urbains, au sein même de grandes villes. Et je pense qu'on pourrait mettre, par exemple, un certain nombre de fonctions des CHU dans
périmètre particulier qui pourrait ressembler un peu à l'hôpital local, dont a priori, on ne voit pas qu'il puisse s'inscrire dans un périmètre très urbain, mais qui pourrait être très utilement utilisé à cet effet. Donc, attendons le mois de décembre, attendons Poitiers, attendons, je ne sais pas, l'héritage de Jean-Pierre Devitte, puisque ça va se faire à Poitiers. Mais surtout, je crois qu'il ne faut pas relâcher l'effort sur les CHU, parce que c'est quand même, bien sûr, les bateaux amiraux des flottes hospitalières régionales, et il faut qu'ils donnent l'exemple, y compris dans leur transformation. Et puis le deuxième manque, peut-être, c'est plus, et là aussi peut-être qu'on attendait un peu Macron, si vous me permettez l'expression, dans le sens où il n'y a pas grand-chose sur la méthode, et sur quelque chose, moi, qui me tient à cœur aussi, c'est, on dirait en anglais le casting, mais sur quels sont les hommes et les femmes qui vont conduire cette réforme. Sur la méthode, je pense qu'il faut évidemment faire un gros effort d'adaptation. Je parlais tout à l'heure de confiance, alors qu'aujourd'hui, les rapports sont quelquefois marqués de méfiance, voire d'incompréhension entre l'administration, les acteurs de santé, entre les acteurs de santé eux-mêmes. Et donc là, il y a un grand effort culturel, managérial à faire. Et bien sûr, et là je parle pour ma paroisse actuelle, mais aussi un effort d'accompagnement qui devra forcément accompagner cette transformation. Et puis sur les hommes et les femmes, bon, ça m'a d'ailleurs, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il a dit à un moment, il n'est pas exclu que des médecins soient nommés à la tête d'établissements, pas forcément systématiquement que des directeurs d'hôpitaux. Moi, je plaide depuis très longtemps pour la mixité des origines dans des fonctions qui peuvent être occupées. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on peut pas diriger un hôpital. Et donc, on verra. Mais je pense qu'à tous les niveaux du système de santé, on pourrait aussi appliquer cette mixité des origines. Voilà en quelques mots ce que. Alors, c'est vrai que écouter le président de la République à 4 heures du matin, c'est quelque chose d'un peu surréaliste, dans le noir absolu. Et puis après, aller dans puisque je fais un voyage d'études sur les personnes âgées, et pendant 2 heures, j'ai entendu parler ce matin de la place du patient, et notamment de la place du patient dans sa propre ordonnance ou sa propre thérapeutique, et comment il doit être pris en compte et pris en charge. Là aussi, on voit bien que la culture française a peut-être encore un peu de retard sur ce point-là, et que ça aurait pu être aussi un axe fort d'une transformation. Merci. Je ne doute pas que de toute façon, à un moment ou à un autre, les patients se feront entendre et à juste titre. Eh bien, voilà, mon cher Laurent. Mon cher Benoît, un grand merci à toi. Un grand merci de cette intervention très riche, comme toujours. On te souhaite... quelle heure est-il là, à Québec ? Eh bien, ça y est, il est maintenant... il est 13h, voilà. Il est 13h. Eh bien, on va te laisser déjeuner. On te remercie et puis on te retrouvera avec plaisir à ton retour. À très bientôt. Merci, à bientôt à tous. Merci. Au revoir, merci Benoît. Oui. Une petite réaction. Oh, il a dit beaucoup de choses, oui. et beaucoup de choses en complément de ce que nous avions évoqué. Un mot sur la méthode. Effectivement, il y a d'abord beaucoup de besoins de négociation. Il y a des sujets qui vont nécessiter en effet d'être travaillés avec les différents acteurs. On évoquait notamment l'évolution des hôpitaux tout à l'heure. C'est évident qu'il y a besoin de renforcer le message, de clarifier le message, de travailler avec les collectivités territoriales, de bien pouvoir s'expliquer avec les élus, avec la population, avec effectivement les représentants des patients, les représentants des usagers. Un autre élément de méthode qu'on a évoqué d'ailleurs, c'est qu'il est nécessaire aussi de laisser de la souplesse dans la contractualisation
entre les agences régionales de santé et les acteurs, parce qu'il n'y a pas un modèle unique d'organisation. Et donc, si on veut laisser les professionnels s'organiser, il faut que les agences puissent contractualiser et attribuer des moyens en fonction d'organisations très différentes. Et on ne peut pas être dans un moule unique pour attribuer notamment les financements. Donc voilà, et Benoît, qui connaît bien en effet, dans les responsabilités qu'il a lui aussi assumées et dans les fonctions qu'il occupe aujourd'hui d'accompagnement, a effectivement été dans le même sens que ce que nous évoquions tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, je vois, Claude, que nous avons plusieurs questions. Avant d'attaquer le troisième volet sur le statut du médecin, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions, il y a Jean-Marie qui nous pose comme question sur le management de l'hôpital et le renforcement du rôle des CME. Car là aussi, c'est probablement un autre aspect important qui serait de systématiser en fait d'abord une CME au sein du GHT. Et non plus ce conseil qui existe aujourd'hui. Mais alors, ça veut dire qu'à terme, il va falloir aussi supprimer ce qui existe. Ça, c'est une vraie question, parce que la juxtaposition comme ça des instances avec des missions identiques, c'est un problème. Mais nous voyons aussi que là, il y a un renforcement considérable des attributions de la CME, mais considérable, et en particulier du leadership du président de CME. Oui, et je pense qu'il y avait une aspiration très forte, effectivement, à retrouver une place importante aux professionnels, aux médecins à l'intérieur de l'établissement. Ceci étant, là, ça fait partie d'ailleurs des sujets sur lesquels il faudra vraisemblablement qu'il y ait réflexion et puis discussion avec les différents acteurs. Je crois qu'on voit bien dans beaucoup d'établissements où la relation entre le directeur, responsable plutôt administratif, et même si demain c'est un médecin qui devient directeur de l'établissement, situation d'ailleurs qu'on trouve aujourd'hui dans les centres anticancéreux, ce n'est pas une situation qui n'existe pas, cette situation existe dans les centres de lutte contre le cancer où c'est un médecin qui est le directeur effectivement de l'établissement. Ce lien entre le directeur de l'établissement et les responsables médicaux, dans la plupart des cas, se passe bien et effectivement, il y a une complémentarité absolument nécessaire. Il faut effectivement qu'il y ait des CME qui se réunissent avec un objectif effectivement d'apporter une réponse organisationnelle à l'établissement, une réponse y compris parfois économique, parce que l'établissement a des enjeux effectivement budgétaires et économiques. Et en effet, que la CME soit davantage impliquée dans les décisions à prendre peut être tout à fait satisfaisant. Alors il y aura une articulation certainement à trouver. On est parti d'une situation où, même si ça a été fortement amplifié par le président de la République de l'époque, on l'évoquait tout à l'heure dans le discours de Bordeaux, Nicolas Sarkozy avait dit il faut un patron à l'hôpital, et donc ça a été perçu comme étant effectivement une démarche dans la loi HPST. C'est pas aussi évident dans la loi HPST en fait de 2009. Il y a vraiment un équilibre qui est trouvé, qui en tous les cas dans la plupart des situations a bien fonctionné. Simplement, il y a peut-être à recaler les choses effectivement entre la CME et les directions d'établissement. Devons-nous aller jusqu'à la gouvernance des CLCC avec un directeur général médecin et un directeur administratif? Mais on voit bien que dans les CLCC, dans les centres de lutte contre le cancer, d'ailleurs, on n'échappe pas à avoir un directeur administratif, puisque le directeur adjoint est systématiquement, effectivement, un cadre administratif formé en général à l'école des hautes études de santé publique à Rennes. Mais en effet, il y a un bon duo à mettre en place. Dans la plupart des cas, beaucoup de situations aujourd'hui, mais je dirais même, je vais dire dans la plupart des cas, aujourd'hui, le management d'un établissement entre un directeur administratif et un président de CME, c'est vraiment un duo, et c'est un binôme, si je puis dire, et c'est comme ça qu'il faut effectivement que ça fonctionne. Alors, il faudra définir, en effet, quelles sont les missions renforcées que l'on donne à la commission médicale d'établissement. C'est tout à fait justifié. Il y a un travail à faire. Pour le moment, ce n'est pas précisé, en tous les cas, dans les documents qui ont été diffusés à ce jour.